Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans des espaces de la maison d'édition de la Différence pour la 5e édition de la Nuit de la littérature. Pour le début, je vais vous seulement rappeler le principe de ce parcours littéraire. Il y a 20 écrivains, auteurs qui se sont présentés par des instituts culturels. Il y a 16 lieux différents dans cet arrondissement et chaque lecture prend à peu près 20 minutes. Après, il y aura une discussion. Ici, la discussion avec le traducteur parce que l'auteur du livre il est mort. Donc, nous avons le traducteur. Et voici la petite brochure. Il y a toutes les informations concernant la nuit de la littérature, mais il y a aussi des informations sur les auteurs, il y a le plan des lieux. Et, ici, dans la maison d'édition, si vous allez aimer l'histoire du livre, vous pouvez l'acheter. L'organisateur de cet événement, c'est le Centre culturel tchèque, et en collaboration avec la maison d'édition de la Différence. Je suis en compagnie du traducteur qui s'appelle Martin Ganesh. Il a fait la traduction du livre. C'est la 12e traduction en français qui est faite de ce auteur qui est assez connu, qui s'appelle Karel Poláček. Je vous souhaite une belle soirée littéraire. En ce moment, je passe la parole à Martin Ganesh, qui va vous lire des extraits et qui va vous parler quelque chose de Karel Poláček. Merci. Donc, avant de lire quelques extraits de ma traduction, je voudrais vous introduire quand même dans la matière en vous disant quelques mots sur ce roman. Karel Poláček l'a écrit en 1943, au moment où il attendait sa convocation pour un camp de concentration. Il était à Prague, le pays était occupé par les nazis et Karel Poláček était juif. Il a écrit ce roman en 1943, donc, c'est peut-être paradoxal, mais c'est son livre loin le plus joyeux qu'il a écrit. Le héros de cette histoire, le petit Pierre, c'est le narrateur de cette histoire, c'est l'alter ego de Karel Poláček. Le petit Pierre est fils d'un épicier d'une petite ville de province. Lui aussi était fils d'un épicier d'une petite ville de province tchèque. Donc voilà, je vais vous lire donc 3 extraits. Ce que j'aime le plus, c'est aller réclamer une dette chez les gens. Car lorsque j'entre dans une maison, je dis bonjour poliment. Je transmets les respects de papa et je demande leur dû parce que nous ne pouvons plus attendre. Les gens sont tout de suite très embêtés. Ils disent qu'il n'y a pas le feu et qu'ils paieront plus tard. Mais je ne bouge pas de là et je dis que personne n'attend pour nos paiements à nous et que sans argent, je n'ai pas le droit de rentrer chez moi. Alors, ils me donnent l'argent, puis ils me disent de déguerpir. Par contre, ce que je n'aime pas du tout, c'est aller réclamer une dette chez le pâtissier Svoboda, qui nous achète du sucre, du chocolat, du cacao et d'autres choses. Monsieur Svoboda est coléreux, et il me met toujours à la porte en disant qu'il n'a jamais encore fui un créancier. L'autre jour, j'ai dû lui apporter une lettre où il était écrit
Les très estimés époux, Monsieur et Madame Svoboda, en ville. Quand Monsieur Svoboda a jeté un œil sur l'enveloppe, il est devenu très rouge et il a dit « Explique à ton papa que mon nom est Jaromír Svoboda, pâtissier, et non pas le très estimé époux Monsieur Svoboda. » Je suis rentré et j'ai dit à papa que Monsieur Svoboda était le pâtissier Svoboda et non pas le très estimé époux Monsieur Svoboda. Papa a répondu, dit à Monsieur Svoboda, que pour moi, il sera toujours le très estimé époux Monsieur Svoboda. Il pourrait se mettre en quatre, il n'y changerait rien. En apprenant cette nouvelle, Monsieur Svoboda est devenu encore plus rouge qu'avant. Et sur son front est apparue une veine qui ressemblait à une fronde avec laquelle on tire sur les moineaux. Et il a dit « Attends un instant ». Puis il s'est assis et il a écrit quelque chose. Et quand il eut fini d'écrire, il a léché l'enveloppe, il a frappé du poing et il a dit « Voilà, prends ça et transmets-lui mes respects. Je crois que ton papa ne va pas en être fier. » Papa lut la lettre et quand il eut fini de lire, la bonne du notaire est venue. Elle a demandé un quart de vinaigre et papa a dit « Je vous sers » et il a posé la lettre sur la table. Quand il l'a fait, je l'ai vite attrapé pour la lire. Dans cette lettre, il était écrit le très estimé Monsieur Wendelin Bajza, commerçant en gros, en ville. Le très estimé Monsieur le commerçant en gros, s'il vous arrive encore de me traiter de très estimé époux Svoboda, malgré le fait que j'ai maintes fois refusé de me voir traiter ainsi, car mon entreprise est enregistrée à mon nom, et non pas à celui de ma femme, alors je vous promets de ne plus jamais venir m'approvisionner dans votre magazine. Quand j'ai lu cette lettre truffée de fautes d'orthographe, j'ai pris un crayon rouge et je les ai soulignés. Puis j'ai marqué dessous « Aspect formel de l'épreuve, pas très convaincant. Orthographe, 0. » Et je suis allé rendre la lettre à M. Svoboda pour qu'il la corrige. M. Svoboda y a jeté un œil. Il a mugi comme un lion et il a dit d'une voix très puissante « Trop c'est trop, je ne jouerai pas les clowns, car personne ne se perd à ma tête. Et puis, mes impôts sont en règle. » Depuis, il ne vient plus s'approvisionner chez nous. Papa n'y comprend rien et il dit « Je ne sais pas ce que ce Svoboda a contre moi et pourquoi il va chez la concurrence. » Je lui réponds « Moi non plus, je ne sais pas pourquoi. » Alors que je le sais très bien. Mais je ne peux rien dire, sinon je serai battu. Un deuxième extrait. À présent, je préfère rendre visite aux Ilvar dans l'asile des pauvres. C'est encore mieux là-bas. Mais je ne peux pas en parler à la maison, parce que ça ne plairait pas à mes parents. Monsieur Zilvar a fait la guerre. L'ennemi lui a tiré dessus avec un canon. Aujourd'hui, il fait la manche et il a une jambe de bois. Moi aussi, je voudrais avoir une jambe de bois. J'en ai fait le vœu. La nuit, je rêve de marcher avec cette jambe de bois qui fait paf, paf. Les gens sortent en courant dans leur maison et tout le monde est très surpris que j'ai une jambe de bois et j'en suis fier. J'ai pris la résolution d'être bon et quand je le serai, je demanderai à mes parents de m'acheter une jambe de bois comme cadeau de Noël.
ça rendra dingue tous les garçons. Dans l'asile des pauvres, il y a les clochardes qui tous les soirs comptent ce qu'elles ont gagné dans la journée. Puis elles se disputent. Quand elles se disputent trop fort, M. Zulvar n'en peut plus. Il ôte sa jambe et la jette sur ses mémères qui arrêtent tout de suite de se chicaner. Zulvar, lui, s'est vanté en disant que son papa était le mendiant en chef, étant donné qu'il rapportait le plus d'argent et que les autres devaient lui obéir. La nuit, il tousse beaucoup, car il a du sang coagulé. Zulvar était très fier de me raconter ça. J'avais toujours envie de cette jambe, ne serait-ce que pour la toucher une seule fois, et Zulvar a dit « Attends que papa s'endorme. Après, je détacherai sa jambe et on pourra jouer avec. » Ça s'est passé exactement comme il l'avait dit. Quand M. Zulvar s'est endormi, il a détaché sa jambe, ce que j'ai beaucoup apprécié. Après, on a joué en mendiant. J'ai fait le bon croche et Zulvar a imité les badauds. J'ai marché et imploré un don de Dieu. Zulvar était tantôt celui qui donne une aumône, tantôt celui qui ne donne rien. Il savait mieux jouer celui qui ne donne rien. Quand il jouait le Seigneur sur la porte duquel un écriteau disait « Il contribue aux œuvres de charité », il se rengorgeait, roulait les yeux et répétait « Vous feriez mieux d'aller travailler, espèce de criminel » ou bien « Que le Seigneur vous protège, vous êtes trop nombreux ici ». Il a aussi joué le flic en me menaçant. « Espèce de vagabond, je t'ai déjà prévenu 2 fois, dégage tout de suite d'ici et gare, que je n'ai pas à te le redire, sinon je vais t'arrêter. » Puis il m'a arrêté, il m'a emmené au commissariat. Quel beau jeu c'était. Nous nous sommes bien amusés, tandis que M. Zulvar dormait en toussant bruyamment. Quand plus tard, j'ai raconté tout ça à Beival, il nous a enviés et il a dit que la prochaine fois, il voudrait jouer avec nous. Je lui ai répondu, je ne sais pas, tu sais, ça dépend. Mais il a beaucoup insisté en disant qu'il voulait juste voir si on jouait correctement à ce jeu. Je lui ai dit qu'il n'avait pas de souci à se faire, que Zulvar devait bien savoir faire la quête, puisque son papa était le mendiant en chef de notre ville. Beival m'a demandé si on allait boire de l'agneau après avoir fait la quête. J'ai répondu non. Et il a dit que c'était une erreur. Ensuite, il m'a demandé si on jouait d'un instrument de musique, et quand j'ai répondu non, il a dit que c'était une deuxième erreur. Alors je l'ai invité à venir à l'asile des pauvres. Il a dit qu'il viendrait et qu'il nous montrerait comment il fallait mendier. Il a ajouté qu'il mettrait M. Zulvar dans sa poche et que Zulvar ouvrirait des yeux grands comme ça quand il l'aurait vu faire la quête. Bref, il s'est vanté terriblement et moi je n'aimais pas voir ça. Quand nous sommes arrivés à l'asile des pauvres, Zulvar nous a dit que c'était fichu pour la quête, car M. Zulvar avait découvert qu'il lui piquait sa jambe de bois. Il avait hurlé qu'il ne lui permettait pas de faire des insanités avec sa jambe, et il la cognait plusieurs fois avec. Après, il a récupéré sa jambe et il s'en est allé faire la quête. Un troisième extrait. L'après-midi, Eddie Kemling est passé et il m'a dit de l'accompagner, car tous les garçons nous attendaient déjà. Je lui ai répondu d'une voix puissante pour que papa m'entende dans le magasin. J'ai dit que je n'irais nulle part, étant donné que je devais réviser les fractions
pour bien le savoir. Je ne me suis pas battu avec Roupipette, ne serait-ce qu'un tout petit peu, même si elle n'arrêtait pas de me provoquer. Mais je lui ai dit d'une voix douce, « Chère Christine, laisse-moi tranquille. Moi aussi je te laisse tranquille. » J'ai répété les violons. De ma propre initiative, je me suis exercé au tri et aux doubles cordes. Je me suis efforcé de ne pas faire de fausses notes, et papa l'a entendu depuis le magasin, et il en a grogné de satisfaction. Je passais de temps en temps à la boutique, et je saluais les clients d'une voix puissante, si bien qu'une paysanne m'a loué en disant que j'avais reçu une bonne éducation. Papa était content. Alors je saluais les clients d'une voix de plus en plus puissante, jusqu'à ce que papa me demande d'arrêter de hurler. Je l'aidais aussi au magasin, et un homme a dit, « Un si petit monde, on le voit à peine derrière le comptoir, et qu'est-ce qu'il est agile !» En classe, je me tenais bien droit, et je ne bougeais pas d'un pouce, les mains posées sur la table. J'écoutais et je n'arrêtais pas de lever le bras. Je parlais gentiment à Pata Charles. Et Tchenyek Yirsak l'a entendu et il a fait de terribles grimaces, comme quoi j'étais un faillot. Zilvar a dit qu'on ne rigolait pas avec moi. Et j'ai répondu que je ne sortirais plus avec lui, car beaucoup de gens se plaignaient de lui. Je marchais lentement et avec dignité. J'avais un regard vertueux, car je voulais être sage, le plus sage de tous. Tous les soirs, je demandais à ma conscience si j'étais déjà le plus sage de tous. Il me semblait que non, et que je devais m'exercer encore beaucoup par la sagesse. Et quand j'ai rencontré Madame Somarova, j'ai hurlé « Mes respects !» d'une voix si terrible que tout le monde s'est retourné sur nous. Un jour, papa buvait son café. Quand il eut fini, il a rangé sa tasse et a dit « Maman, notre Pierre me cause du souci. On ne l'entend presque plus. Est-ce qu'il n'est pas malade ?» Maman a répondu « Mais non, je ne dirais pas qu'il est malade, parce qu'il mange bien. Je crois qu'il a fait une bêtise et qu'il a peur qu'on l'apprenne, a dit papa. Mais je n'avais rien fait de mal, et je ne ferai plus rien de tel, même si les occasions ne manquaient pas. Je pourrais, par exemple, voler le chariot de fruits de Kunska la chèvre, comme me le suggérait Zilvar de l'asile des pauvres, et le lâcher sur un talus pour qu'il roule tout seul. Kunska hurlerait comme une folle. C'était possible car personne ne regardait. J'aurais pu faire plein d'autres bêtises, mais non, je n'ai rien fait. C'était exprès que je ne voulais à aucun prix en commettre, car j'avais pris la résolution de devenir le plus sage de tous. Je suis devenu tellement sage que je parle comme un livre, avec les « bien que » et « en effet ». Papa m'a dit « Arrête avec tes bien que, ça m'énerve ». J'allais et venais, et je pensais tristement que le cirque repartirait peut-être de chez nous sans que j'aie vu un seul spectacle. Puis, j'ai parlé de l'arrivée du cirque à papa. Et j'ai ajouté que je devais aller au cirque, voir les bêtes exotiques, pour tout savoir si jamais j'étais interrogé en cours de sciences naturelles, et que par ailleurs, tous les garçons seraient là-bas. Papa a dit, il n'est pas question d'aller au cirque. Ni maman ni moi ne sommes obligés d'y aller. Christine non plus, et nous nous en passerons tous parfaitement. J'ai pleuré. J'ai demandé à mes parents si c'était ça ma récompense pour tout ce temps où j'avais été si sage.
Papa a répondu que je devais être sage sans arrière-pensée et pas pour pouvoir aller au cirque. J'ai dit que ce n'était pas vrai et que personne n'était sage comme ça pour rien. J'étais vraiment en colère d'avoir été sage pour rien. Et j'ai pris la résolution de devenir le plus méchant de tous jusqu'à ce qu'un gendarme vienne me chercher, que mes parents soient couverts de honte et que ça nuise aux affaires. Et j'ai pleuré de plus en plus fort. Maman a parlé tout bas à papa. Et papa a dit, d'accord, vous avez gagné. Nous irons tous une fois au cirque. Et maintenant, fichez-moi la paix, car j'en ai assez de vous.